L'interphone me réveilla. Ma secrétaire m'informa qu'une dame insistait pour me voir personnellement et de toute urgence. Je me rinçai le visage pour me réveiller et me diriger vers mon bureau privé, regardant la ville en dessous avec dédain. Je méprisais cet endroit et même les gens qui travaillaient sur les 17 étages en dessous de moi, malgré le fait qu'ils étaient tous mes employés. Ma secrétaire, Colette, entra sans frapper, car j'étais rarement là désormais. J'étais juste une figure de proue, restant dans mon pantouse sans nulle part ailleurs où aller. Une jeune femme entra avec un air d'importance, mais semblait mal à l'aise dans ce cadre grandiose. Elle se présenta comme étant une personne des services sociaux, essayant de garder les choses informelles. Elle paraissait déplacée et non préparée pour mon environnement. June expliqua qu'elle avait une affaire impliquant 2 enfants et une mère qui avait tenté de se suicider, me remettant une lettre trouvée à côté de la mère. La lettre commençait par « Mon cher Jean ». Je reconnus immédiatement l'écriture, me rappelant soudainement des événements d'il y a 11 ans qui avaient radicalement changé ma vie. Je me souvenais de cette matinée chaotique avec vivacité, une conduite d'eau éclatée sur la rue de Chiswick avait causé un énorme embouteillage, me rendant presque 1h30 en retard. Ma secrétaire m'attrapa en train de me faufiler dans le bureau, me réprimandant pour mon téléphone éteint et m'informant que Tony Jordan essayait de me joindre. Je ne voulais pas le rencontrer, car lui et son frère n'avaient aucune idée de comment gérer les contrats ou satisfaire les clients. Tony m'informa qu'il y avait un problème avec le projet Johnson et que je devais m'envoler immédiatement pour arranger les choses avec leur conseil d'administration afin de les empêcher de transférer leur business ailleurs. Il était confiant que je pourrais gérer la situation comme je l'avais déjà fait auparavant. Intérieurement, je ressentais du ressentiment envers Tony et son frère Robert pour leur mauvaise gestion de l'entreprise, mais je savais qu'exprimer cela mettrait mon emploi en danger. Tony exigea que je prenne un vol à midi parce que Simon Johnson avait pris sa retraite et que son neveu Paul Johnson était maintenant en charge. Il balaya mes plans avec ma femme, Sally, pour le théâtre, en priorisant le compte Johnson sur ma vie personnelle. Je protestai en disant que j'avais besoin de préparer mes affaires et que j'avais un engagement avec Sally, mais Tony insista, affirmant qu'elle comprendrait l'importance du compte Johnson, qui représentait près de la moitié de nos revenus. Il suggéra de l'appeler pour qu'elle prépare mes affaires, car il n'y avait pas assez de temps pour que je rentre chez moi avant le vol. Je quittai son bureau en réfléchissant à la manière dont j'avais commencé à travailler pour Henry Jordan juste après l'université, quand l'entreprise était une petite opération. Henry avait navigué à travers des périodes difficiles pendant les politiques de Maggie Thatcher, sauvant l'entreprise alors que d'autres faisaient faillite. Henry Jordan avait tiré parti de la surabondance de machines pendant les temps difficiles, les réparant et les vendant à des prix élevés aux pays en développement. Un Tory classique, il gardait probablement ses profits offshore pour éviter les taxes. Alors que les faillites diminuaient, Henry changea de focus pour devenir un intermédiaire pour les entreprises vendant des machines-outils en Europe, assemblant et livrant des machines au sein de la CE. L'entreprise prospéra jusqu'à ce que les 2 fils de Henry, Tony et Robert, rejoignent l'entreprise. Malgré leur éducation universitaire, leur approche, juste à temps, causait des retards, car ils ne prenaient pas en compte les imprévus dans notre domaine. Une simple planification aurait pu éviter ces problèmes, mais ils insistaient sur des plannings serrés qui menaient souvent à des livraisons tardives et des clients mécontents. Tony insista pour que je m'envole à New York pour résoudre le problème du projet Johnson, bien que cela soit de leur responsabilité, sachant que le conseil me blâmerait. Si les choses tournaient mal, j'obéissais. J'appelai Sally à l'usine pour l'en informer. Elle travaillait également pour Jordan et Fils, et je savais que nous aurions tous les deux des ennuis si les choses tournaient mal. Sally et moi nous sommes rencontrés des années auparavant lorsqu'elle a rejoint le pool de dactylographie. Nous nous sommes mariés 4 mois plus tard et avons vécu 10 années heureuses ensemble à la maison. Le travail allait bien jusqu'à ce que les fils de Henry prennent les rênes, perturbant la dynamique de l'entreprise. Avant leur arrivée, j'étais le bras droit de Henry, l'assistant dans toutes ses tâches. Leur arrivée changea les choses. Henry était un homme décent et ne mit pas immédiatement ses fils au-dessus de moi, mais il le ressentait mal. Ils étaient polis, mais je savais qu'ils n'aimaient pas l'influence que j'avais sur leur père. Henry Jordan fit entrer l'entreprise en bourse, en profitant grandement mais sans me donner de part ni un rôle de directeur. Lorsqu'il eut une crise cardiaque, il me demanda de superviser ses fils, mais sans part, je manquais d'influence. Henry prit sa retraite et mourut 3 mois plus tard, et ses fils firent des changements indésirables, notamment en déplaçant les bureaux à Chiswick et en plaçant Robert à la tête de l'usine avec Sally comme secrétaire. Je n'aimais pas que Sally travaille pour Robert, soupçonnant de la jalousie ou de la méfiance de la part des frères. Sally s'entendait bien avec Robert et le défendait souvent,
ce qui causait des tensions entre nous alors que je voyageais fréquemment pour le travail. Robert passait plus de temps avec Sally, ce qui créait des frictions. Sally était contrariée, pensant que je m'étais porté volontaire pour le voyage. Elle fit une scène, mais j'essayais d'expliquer l'urgence, bien qu'elle soit frustrée par mes absences fréquentes. Sally arriva en retard à l'aéroport, ce qui causa des tensions. Elle resta distante, me pressant de me concentrer sur mon travail. L'agent d'enregistrement dit alors, « Vous devez enregistrer votre bagage maintenant, Monsieur Parsons, sinon il ne sera pas sur votre vol. » Je terminai rapidement l'enregistrement du bagage et cherchai Sally du regard, mais elle était partie. « Combien de temps avant l'appel pour l'embarquement ?» demandai-je à l'agent. « Probablement environ une demi-heure. Je resterai dans la zone d'embarquement. » Je me précipitai dans la direction d'où Sally était venue, mais elle devait bouger rapidement car elle avait déjà disparu. Je vis l'entrée d'un pont menant au parking de courte durée au bout du hall. J'étais à mi-chemin du pont quand je vis une Lamborghini jaune vif quitter le parking en dessous. Je pouvais à peine distinguer le manteau de Sally par la fenêtre côté passager. Je savais que c'était Robert Jordan qui conduisait, même si je ne pouvais pas le voir. Robert ne laissait jamais personne d'autre conduire sa voiture tapa accent grave-l'œil. J'étais furieux. Robert Jordan ne pouvait pas faire le voyage à New York, mais avait le temps de conduire ma femme dans sa voiture de luxe. Je bouillais en retournant dans le terminal. Je me rendis au bar, ce qui était inhabituel pour moi, et commandai un verre. Après avoir mijoté là-bas pendant environ 20 minutes, mon vol fut appelé et je me dirigeai vers la salle d'embarquement. Dans l'avion, je parcourus les contrats, cherchant les habituelles clauses échappatoires que Henry avait incluses pour nous donner une certaine flexibilité sur les dates de livraison, mais les derniers contrats avaient été gérés par les frères Jordan et la plupart de ces clauses utiles avaient disparu. À mon arrivée à JFK, Paul Johnson lui-même était là pour m'accueillir, accompagné de Petra, son assistante personnelle, et d'un groupe d'accompagnateurs. J'avais rencontré Paul quelques fois auparavant. Il semblait toujours très jeune comparé à moi, même si je n'avais que 5 ans de plus. Habituellement, Simon Johnson faisait la plupart des discussions pendant que Paul se contentait de hocher la tête et de rire à ses blagues. Mais l'accueil trop enthousiaste de Paul et son entourage portant mes bagages jusqu'à la limousine me rendirent méfiant. « Nous vous avons réservé la suite de l'entreprise au Waldorf, » dit Paul. Simon espérait vous rencontrer lors de ce voyage, mais il est encore en croisière mondiale. Il m'a demandé de vous dire qu'il vous rendra visite lorsque son navire accostera à Southampton. Je trouvais vraiment étrange que Simon Johnson veuille me voir. Certes, je m'entendais toujours bien avec lui, Henry Jordan et moi avions interagi avec lui de nombreuses fois au fil des ans, mais c'était toujours une relation professionnelle. Maintenant qu'il était à la retraite, pourquoi voudrait-il me voir? Henry Jordan séjournait toujours au Waldorf Astoria quand il était à New York. Personnellement, je préférais des endroits moins tapa accent grave-l'œil, mais Paul m'avait dit que la suite était celle de l'entreprise, donc je supposais qu'elle était simplement disponible. Je ne pouvais pas imaginer les frères Jordan payer pour une suite juste pour moi. Après m'avoir déposé au Waldorf Astoria, Paul dit qu'il enverrait Petra me chercher pour le dîner vers 19h, puis il repartit avec son entourage. Le voyage devenait de plus en plus confus. C'était à moi d'inviter Paul Johnson à dîner, pas l'inverse. Il était environ 16h heure locale. Je me demandais si Sally était allée seule au théâtre puisqu'elle avait les billets. J'appelai notre numéro de maison, mais il n'y eut pas de réponse. Supposant qu'il était environ 21h à Londres, je lui envoyai un texto pour lui demander si elle appréciait la pièce et avec qui elle y était allée. Quand Petra vint me chercher, j'étais toujours au téléphone. Je n'avais pas eu de nouvelles de Sally et il n'y avait toujours pas de réponse à la maison. Je laissai un message sur le répondeur disant que je sortais dîner et que je l'appellerais le lendemain. Au moment de partir, Petra prit ma mallette et la reposa là où je l'avais prise. Ce soir est réservé à la socialisation, John. Paul veut que vous rencontriez sa famille. Il a mentionné que c'était dommage que vous n'ayez pas amené votre femme. Petra, qu'est-ce qui se passe, lui demandai-je une fois dans la voiture. Je pouvais dire que Petra réfléchissait à la manière de répondre à ma question et cela lui prit un moment avant de parler. Paul pense que puisque vous faites tant d'affaires ensemble, vous devriez mieux vous connaître. Il veut aussi que vous rencontriez tous les membres du conseil de Johnson. Rien de tout cela n'avait de sens pour moi jusqu'à ce que je me demande si peut-être Johnson et partenaires envisageaient de me débaucher de chez Jordan et Fils. Cela semblait être la seule raison pour tout ce comportement étrange. Le dîner fut excellent, avec de nombreux membres du conseil de Johnson et leurs épouses présents. Ensuite, nous allâmes dans une boîte de nuit où certaines personnes dansaient.
Je ne participais pas, ressentant les effets du décalage horaire. J'étais éveillé depuis bien plus longtemps que tout le monde. Au fur et à mesure de la soirée, je devins de plus en plus convaincu que mon idée d'être débauché était peut-être correcte. Tous les membres du conseil faisaient un effort pour me parler et me mettre à l'aise. Petra restait proche, agissant presque comme mon assistante personnelle. Chaque fois que quelqu'un venait me voir, elle me disait discrètement qu'ils étaient des détails importants à leur sujet. Vers 2 heures du matin heure de New York, 7 heures du matin chez nous. Je retournai dans ma chambre. Il n'y avait aucun message sur mon téléphone et la réception de l'hôtel dit que Sally n'avait laissé aucun message non plus. Je pensais à l'appeler mais décidai qu'il était trop tôt, car elle était sortie tard la veille. J'étais réveillé en sursaut à 11 heures par Petra qui apportait le petit déjeuner et m'informait de mon emploi du temps. Vous avez une réunion du conseil d'administration à midi, suivie d'une partie de golf avec Paul. Nous prendrons un hélicoptère pour aller au domaine de SJ juste après. Paul veut également savoir si vous êtes pressé de rentrer à Londres. Cela dépend de ce que Paul et le conseil décident à propos de nos retards. Je suis sûr qu'ils seront d'accord avec tout ce que vous direz. Ils vous font confiance, mais dépêchez-vous, vous ne voulez pas être en retard pour la réunion. Petra semblait troublée et partit précipitamment. J'essayai d'appeler Sally, mais appris qu'elle n'était pas à son bureau. La réceptionniste temporaire ne reconnut pas ma voix et ne posa pas de questions, mais elle ne savait pas où était Sally. Sur un coup de tête, je demandai à parler à Robert Jordan, mais il n'était pas là non plus. Frustré, j'appelai à la maison, sans réponse. Les portables de Sally et de Robert étaient éteints. En colère, j'appelai Tony Jordan au bureau de Chiswick, prétendant avoir besoin d'une clarification sur un contrat. Tony prit plus de temps que nécessaire pour répondre. Oh, je pense que Robert est à Brighton aujourd'hui, en réunion avec les directeurs de Carter Industries. Il a pris Sally pour prendre des notes. Tu sais comment est la mémoire de Tony, mauvaise. Mauvaise décision, espèce de menteur, pensais-je. C'était le contrat que j'avais finalisé la semaine dernière, déjà terminé. Que essayez-vous de faire? C'était juste une pensée, pas quelque chose que je disais à haute voix. Après que Tony eut demandé comment les choses se passaient, je lui dis que j'aurais peut-être besoin de quelques jours de plus pour régler les choses. Dès que j'ai raccroché, j'ai appelé la secrétaire de Monty Carter à Brighton. Comme je le soupçonnais, elle confirma qu'aucune réunion n'était prévue avec Robert ce jour-là et qu'elle ne se souvenait pas qu'ils se soient jamais rencontrés. Petra revint et me pressa de me préparer pour la conférence, alors je terminai rapidement mon petit déjeuner et sautai sous la douche. Nous sommes arrivés un peu en retard, mais il semblait que personne ne l'avait remarqué. Nous avons commencé par une série de présentations et une visite des bureaux. Nous n'avons réellement commencé à entrer dans la salle de conférence qu'à presque 13 heures. Je dois admettre que mes négociations semblaient être une plaisanterie. Tout le monde était d'accord avec tout ce que je disais et semblait plus préoccupé par le fait que je sois contrarié. Il semblait que tout le monde était de mon côté concernant l'inutilité et l'agacement des frères Jordan, bien que personne ne l'ait dit directement. Je pensais qu'ils allaient me faire une offre formidable, mais j'étais surpris quand rien ne se produisit. Après la réunion, Paul, quelques autres directeurs et moi montâmes sur le toit pour prendre l'hélicoptère. Petra, comme d'habitude, nous accompagnait. Elle me demanda quand je voulais rentrer en Angleterre et arrangea un vol pour plus tard dans la journée. Sur le parcours de golf, j'utilisai mon portable pour appeler ma secrétaire à Chiswick et lui dis que je resterais quelques jours de plus, voulant que tout le monde pense que j'étais toujours à l'étranger. Petra m'entendit et remarqua ma tension, exprimant son inquiétude. Elle me demanda si quelque chose n'allait pas, notant mon malaise en appelant l'Angleterre. J'évoquai mes soupçons d'un possible problème à la maison, suggérant des troubles personnels. Petra, me rassurant sur sa confidentialité, offrit de m'aider à garder mon retour secret afin que je puisse les prendre sur le fait si mes soupçons étaient corrects. Petra comprenait mon urgence et promit de gérer tous les appels venant d'Angleterre, s'assurant que personne ne saurait que je rentrais cette nuit-là. Elle me rassura qu'à part Paul, elle était la seule à être au courant de mon retour et retarderait toute personne essayant de me contacter. Alors que je parlais à Petra, je remarquai Paul s'approcher. Petra lui fit discrètement signe et il changea de direction pour parler aux autres joueurs, me permettant de passer mes appels en privé. Après le jeu, nous rentrâmes au manoir de SJ pour le dîner, où je revis sa fille Béatrice. Je remarquai que quelque chose semblait étrange. Je connaissais Béatrice depuis des années, mais elle semblait mal à l'aise en ma présence ce jour-là. Je ne pouvais pas comprendre ce qui n'allait pas, mais j'avais l'impression qu'il savait quelque chose que j'ignorais.
Je commençai à m'inquiéter d'avoir parlé de mes soupçons à Petra. Nous retournâmes plus tard ce jour-là au siège de l'entreprise en hélicoptère, puis Petra m'emmena à l'aéroport. Elle avait arrangé pour que quelqu'un vienne chercher mes affaires au Waldorf Astoria. Le vol de retour vers Heathrow se déroula sans encombre, mais une fois atterri, un steward m'attendait dans la zone d'arrivée et me dirigea vers un téléphone de service pour un appel urgent. « John, c'est Petra. Nous avions tout le monde qui t'attendait au téléphone hier soir après ton départ. Ta femme a appelé et je lui ai dit que tu étais en réunion avec Paul. Plus tard, les deux Johnson ont appelé séparément et je leur ai donné le même message. Ta femme a rappelé en demandant quand tu serais de retour. Je lui ai dit que tu étais réservé sur le vol de samedi soir. Ça va pour toi? Merci, Petra, ça devrait aller. Je les appellerai plus tard depuis mon portable et leur dirai la même chose. J'apprécie ton aide. Reste en contact, John. Je te tiendrai au courant si quelqu'un appelle à nouveau ici. Ma femme avait appelé et semblait inquiète de savoir où j'étais. Je me demandais pourquoi elle se préoccupait soudainement autant. J'ai réservé une chambre au Novotel près de l'aéroport et découvert que Hertz avait déjà livré la voiture que j'avais commandée depuis New York. Comme la société avait un compte avec Hertz, c'était l'option la plus facile, mais la voiture était réservée à mon nom personnellement. Ne me sentant pas fatigué, j'ai décidé de passer par chez moi. La voiture de Sally était dans l'allée et la maison était sombre, ce qui était normal puisqu'il était un peu après 4 heures du matin. J'ai appelé le téléphone de la maison depuis le boîtier d'appel au bout de notre rue, mais il n'y avait pas de réponse et le répondeur s'est déclenché. J'ai appelé 4 fois et, comme personne ne répondait, j'ai supposé que Sally n'était pas à la maison. J'ai laissé la voiture où elle était et marché jusqu'à la maison. Après être entré discrètement et avoir rapidement vérifié les lieux, j'ai confirmé qu'elle était vide. J'ai décidé que la meilleure chose à faire était d'attendre le retour de Sally. J'ai préparé une cafetière et me suis installé dans le salon. J'espérais que le café me tiendrait éveillé, mais ce ne fut pas le cas. Le bruit de l'échappement bruyant de la Lamborghini m'a réveillé juste avant 8 heures. Par la fenêtre, j'ai vu Sally et Robert sortir de la voiture jaune et se diriger vers la maison. Entre, Bobby. Je vais prendre une douche rapidement et m'habiller. Va dans la cuisine et prépare du café, veux-tu? J'ai besoin de quelque chose pour me réveiller. C'était étrange qu'aucun d'eux ne m'ait remarqué assis dans le salon, même si la porte était grande ouverte. Je suppose que certaines personnes ne voient tout simplement pas ce qu'elles ne s'attendent pas à voir. Sally a couru à l'étage tandis que Robert se dirigeait vers la cuisine. Je l'entendis fouiller dans les placards puis appeler Sally. « Où est ta cafetière ?»« Elle est sur le comptoir, répondit-elle d'en haut. »« Je ne la trouve pas, répliqua-t-il. Sally descendit en disant « Vous, les hommes, êtes inutiles sans une bonne femme pour vous aider. » En entrant dans la cuisine, elle s'exclama « C'est étrange, elle devrait être sur le comptoir. Je ne pense pas l'avoir laissée dans le... »« Oh mon Dieu, que fais-tu ici ?» Sally était entrée dans le salon en cherchant la cafetière et m'avait enfin remarqué. Elle portait juste un soutien-gorge minuscule et un string, des sous-vêtements que je n'avais jamais vus auparavant. « Je suis juste assis ici, attendant que ma soi-disant femme fidèle revienne. Maintenant, je pense que je vais fracasser la tête de ce sale type, dis-je en me levant de ma chaise. Robert et Sally restèrent figés sous le choc pendant un moment, pensant que j'étais toujours aux États-Unis. Puis Robert sortit de sa torpeur et essaya de s'enfuir. Malheureusement pour lui, notre porte d'entrée avait une serrure compliquée avec un levier délicat. Plus il tirait et poussait, plus il paniquait. Je l'ai plaqué contre la porte et lui ai administré une correction. Il semblait qu'il ne savait même pas comment se défendre. Sally criait que ce n'était pas ce que ça avait l'air et essayait de m'écarter de Robert. Je ne pense pas l'avoir frappé autant que je le voulais. Honnêtement, je ne suis pas une personne violente par nature. Lorsqu'il essaya de se recroqueviller par terre, j'arrêtai de le frapper. Je suis sûr que d'autres l'auraient peut-être frappé encore plus, mais je ne pouvais pas m'y résoudre. J'ai tourné la serrure dans le bon sens, ouvert la porte et les poussé dehors. Sans vraiment réfléchir, j'ai aussi attrapé Sally et les jeté dehors. J'ai claqué la porte et suis retourné au salon, cette fois directement au meuble à boissons. Sally frappa et sonna à la porte pendant un moment. Par la fenêtre, j'ai vu Robert revenir à la voiture, puis en ressortir avec une couverture de voyage, probablement pour couvrir Sally puisqu'elle était à peine habillée. Sally commença à crier par la fente de la boîte aux lettres, affirmant que ce n'était pas ce que ça semblait être et suppliant de rentrer. Je refusais de discuter avec elle, alors je l'ignorais.
Quelques voisins avaient commencé à regarder depuis leur porte et jardin. Sally dut réaliser que j'étais de retour dans le salon, alors elle se mit à frapper à une des fenêtres du salon, continuant de crier pour que je la laisse entrer. Malheureusement, elle frappa la fenêtre trop fort juste au moment où la police arrivait. La fenêtre se brisa et Sally se coupa gravement au bras avec le verre. Il semblait que quelques instants plus tard, des ambulanciers et une ambulance arrivèrent. Je suppose que la police les avait appelés, pas moi. Un policier frappa à la porte et parla brièvement avec Sally et Robert avant de s'approcher de moi. En expliquant ma version des faits, je racontai que j'avais trouvé ma femme avec un autre homme dans ma maison. L'officier nota que l'homme prétendait que je l'avais frappé, ce que je confirmai, ajoutant que je n'avais pas frappé ma femme, seulement montré la porte. Un autre officier, qui avait parlé à Sally et Robert, indiqua qu'aucun d'eux ne voulait porter plainte et qu'il n'y avait pas eu de violence. Cependant, Sally avait une coupure sérieuse au bras qui nécessitait des points de suture et elle avait besoin de vêtements pour l'hôpital. Je refusai de les fournir, suggérant que son petit ami pourrait lui acheter des nouveaux vêtements. Alors que la Lamborghini suivait l'ambulance, je mentionnai que je devais appeler le service de réparation de fenêtres et mon avocat. Les officiers partirent, espérant ne pas revenir. Mon avocat me mit en contact avec son collègue qui s'occupait des divorces. Elle dit qu'elle commencerait le processus mais ne pourrait pas faire grand-chose tant que nous ne saurions pas qui Sally choisirait comme avocat. Tout dépendait de la manière dont Sally voulait gérer les choses. J'ai remarqué que la police passait plusieurs fois ce matin-là pendant que je mettais les vêtements de Sally, que j'avais mis dans des sacs poubelles, dans le garage. Je pensais qu'il devait y avoir un arrangement entre la police et Sally. Ils ont dû lui dire que j'avais mis ses affaires dans le garage vers 16 heures. Une voiture de police différente est arrivée, cette fois avec un seul officier qui est resté dans la voiture. Peu de temps après, une fourgonnette Ford Transit, conduite par un des gars de l'usine, est descendue la rue et s'est garée dans mon allée. J'ai ouvert la porte du garage avec la télécommande et vu ce qui se passait. Sally, le bras en écharpe, est sortie du siège passager avec une femme de son bureau tandis que l'homme et la femme chargeaient les affaires de Sally dans la fourgonnette. J'ai entendu Sally essayer d'ouvrir la porte de service entre le garage et la cuisine. Lorsqu'elle a découvert qu'elle était verrouillée, elle a contourné la maison et a sonné à la porte d'entrée. « John, il faut qu'on parle. » « Tu te trompes complètement. Il ne s'est rien passé entre Robert et moi. »« John, je sais que tu es là, s'il te plaît, parlons. »« Tu fais une énorme erreur, » a-t-elle crié à travers la fente de la boîte aux lettres. J'ai ouvert la porte juste assez pour lui mettre son sac à main dans la main, puis j'ai claqué la porte. J'avais déjà retiré ses cartes de crédit et ses clés de la maison. J'ai regardé Sally parler à l'agent de police qui était sorti de sa voiture. Il haussait les épaules et secouait la tête. Après un moment, il a indiqué un endroit au sol, probablement pour dire à Sally et ses amis où attendre, puis il est venu frapper à la porte. « Votre femme veut vous parler, monsieur. » « Vous ne pouvez pas l'empêcher d'entrer dans la maison, » a-t-il dit lorsque j'ai ouvert la porte. « Dites-lui qu'il n'y a rien à discuter. La maison est en vente parce qu'elle a décidé que ce n'était plus notre foyer. Si c'était le cas, elle aurait été là hier soir au lieu d'être avec son petit ami. Dites-lui de faire contacter son avocat par le mien, elle sait qui ils sont. » L'officier retourna dans l'allée et eut une brève mais animée conversation avec Sally et ses amis. Sally sembla ensuite s'effondrer dans les bras de ses amis qui l'aidèrent à retourner dans la fourgonnette. Ils partirent et l'officier regarda la porte du garage se fermer lentement. Il haussa les épaules à un des voisins qui regardait, puis retourna dans sa voiture et partit. Environ 1 heure plus tard, Petra appela. Je lui racontai tout ce qui s'était passé et elle exprima sa sympathie. Elle me demanda ce que je prévoyais de faire ensuite et je lui dis que j'allais divorcer de Sally et que je ne pouvais plus continuer à travailler pour les Jordan. Petra insista pour que je reste en contact avec elle et me fit promettre de le faire. Elle mentionna aussi que Simon Johnson allait me contacter et que je devrais rester en contact pour qu'il puisse me trouver. Paul avait déjà mentionné cela. Je me demandais pourquoi la visite de Simon Johnson était si importante. Je ne suis retourné au Novotel qu'à minuit. Je ne pouvais pas supporter de rester dans cette maison à nouveau, elle contenait trop de souvenirs douloureux. Après le petit déjeuner le lendemain matin, j'appelai ma secrétaire pour savoir si Tony était au bureau. Elle me dit qu'il ne venait pas ce jour-là et me demanda ce qui se passait. Je lui expliquai tout. Elle était vraiment bouleversée par la nouvelle, je pense qu'elle pleurait pendant que je parlais. Elle me dit que Tony avait laissé entendre que je pourrais démissionner à mon retour. Elle pensait qu'il évitait le bureau pour ne pas être là quand j'arriverais.
L'absence de Tony était étrange, je pensais qu'il prendrait plaisir à me virer, surtout après que j'avais eu une bagarre avec son frère. Robert était un des directeurs de l'entreprise et il n'y avait pas d'amour perdu entre nous. Rien ne semblait avoir de sens, la situation entière était confuse. D'abord mon voyage à New York, Tony avait insisté pour que j'y aille, mais quand je suis arrivé, tout le monde chez Johnson semblait surpris de me voir. Certes, il y avait des livraisons en retard, mais il ne semblait pas excessivement préoccupé. Ensuite, il y avait Robert qui poursuivait Sally. Certes, elle est attirante, mais Robert sortait habituellement avec des femmes plus jeunes. Sally avait au moins 5 ans de plus que lui et presque 10 ans de plus que ses partenaires habituels. Peut-être qu'ils étaient tombés amoureux après avoir travaillé ensemble, mais j'avais des doutes sur le fait que Robert fasse cela. Je suis allé au bureau pour récupérer mes affaires personnelles. Pendant que j'y étais, j'ai effacé le disque dur de mon ordinateur de bureau et de mon ordinateur portable, mais seulement après avoir tout copié sur des disques zip. J'ai remis ma lettre de démission, que ma secrétaire avait préparée pour moi, directement à l'agent du personnel. Pendant que j'attendais, il arrangea pour que mon salaire final et mes primes soient déposés sur mon compte bancaire immédiatement. Le département des comptes était réticent au début, mais ils changèrent d'avis en réalisant qui démissionnait. Presque tout le monde au bureau m'aidait à déplacer mes affaires vers la voiture de location où est sorti pour me dire au revoir. J'avais laissé ma voiture de fonction bien verrouillée dans le garage de la maison. Je voulais m'assurer d'obtenir tout ce qui m'était dû avant de la rendre. C'était à peu près tout. Je suis resté au Novotel pendant environ une semaine en cherchant un appartement. La maison s'est vendue rapidement parce qu'elle était dans un bon quartier et je l'avais mise à un prix pour vendre vite. Quant au travail, j'ai décidé de prendre quelques mois de congé pour réfléchir à mes prochaines étapes. J'espérais encore que les Johnson's pourraient me faire une offre, alors je ne voulais pas m'engager trop vite dans autre chose. En ce qui concerne Sally, je l'ai vue quelques fois et chaque fois se terminait par des disputes houleuses. En fait, à chaque fois, je l'ai traitée de petite, 403, infidèle et elle réagissait avec colère. Nous ne pouvions pas avoir de conversation civile. J'ai été surpris qu'elle n'emménage pas immédiatement avec Robert. Elle n'a emménagé avec lui que plusieurs mois après que je l'ai mise dehors. Je ne sais pas où elle est restée entre-temps, mais le gars que j'ai engagé pour la surveiller a dit qu'elle a emménagé avec Robert juste après notre première grosse dispute au bureau de l'avocat. Notre deuxième grosse dispute s'est produite lorsque nous avons signé les papiers de divorce. Sally, qui avait l'air bizarre, était assise à la table dans un grand manteau d'hiver et semblait mal à l'aise. Mon avocat et moi étions assis en face d'elle tandis que les détails du règlement étaient lus. Après que Sally eut signé les papiers, ils furent placés devant moi pour que je les signe. J'étais sur le point de signer quand Sally demanda, « John, es-tu vraiment sûr de vouloir faire cela? Il y a des choses que tu dois savoir. » Je l'interrompis en demandant à mon avocat, « Est-ce que je viens d'entendre une petite menteuse et infidèle dire quelque chose ?» Sally entra dans une rage, m'insultant. Je signai rapidement les papiers et quittai la pièce sans dire un mot de plus. Comme je l'avais mentionné, je ne voulais pas me lancer dans une dispute avec elle. Quelques semaines, peut-être un mois après que le divorce fut finalisé, Petra m'appela pour me faire savoir que Simon Johnson arriverait à Southampton ce week-end. Je pris rendez-vous pour le rencontrer dans un hôtel en ville. Après avoir passé les formalités, Simon et sa femme me parlèrent de leur croisière. Je ne pouvais me débarrasser de l'impression qu'il préparait quelque chose. Bien qu'il soit simplement un client de longue date, il agissait comme un vieil ami. Nous échangeâmes des condoléances à propos de la mort de Henry et il exprima ses regrets pour ce qui était arrivé entre Sally et moi. Il mentionna qu'il était désolé de ne pas avoir agi plus tôt, mais qu'il devait respecter les souhaits de Henry. Cela me fit réaliser qu'il évitait la véritable question. Les choses devinrent plus claires quand Béatrice entra dans la pièce. Elle me salua avec un câlin et un baiser sur la joue, puis tendit une mallette à Simon. Après cela, elle et la femme de Simon partirent avant qu'il n'ouvre la mallette. « D'accord, John, passons aux choses sérieuses, dit Simon. Que as-tu pensé quand Henry a introduit la société en bourse sans te donner de part ? » Je ne savais pas vraiment comment répondre. « Eh bien, c'était sa société et il pouvait faire ce qu'il voulait avec son argent, dis-je. Mais tu l'as aidé à la construire. D'après ce que je sais sur Henry, tu as probablement fait des efforts supplémentaires pour lui plus d'une fois. » Je ne répondis pas, pensant qu'il arriverait bientôt au but. Savais-tu que Henry possédait une grande part de Johnson's à travers des sociétés de holding offshore ? Ces mêmes sociétés détiennent également une part significative des actions de Jordan S. C'était une nouvelle pour moi,
mais je décidai qu'il valait mieux rester silencieux et écouter ce que Simon avait à dire. Dis-moi, qu'a dit Henri quand il a pris sa retraite? Il savait que ses jours étaient comptés. Il m'a demandé d'essayer de garder ses fils sous contrôle, mais comme je n'étais pas au conseil, il y avait peu que je puisse faire. Oui, je suis désolé de dire cela, mais Henri a fait cela intentionnellement. Il s'attendait à ce que les garçons ruinent la société en moins d'1 an et ne voulait pas que tu sois associé à cela. Il craignait qu'il ne tente de te blâmer. Tu sais que si une entreprise fait faillite en raison de mauvaise gestion, les directeurs peuvent être interdits de détenir d'autres postes de direction, n'est-ce pas? Il pensait que les garçons épuiseraient rapidement les ressources de la société. Simon posa une pile de papiers sur la table. Ces papiers font de toi l'actionnaire principal de ces sociétés de holding. Essentiellement, elles t'appartiennent maintenant. Et ces documents contiennent les détails de tous les comptes bancaires numérotés de Henri. J'étais censé les garder jusqu'à ce que Jordan et fils échouent, mais étant donné ce que les frères t'ont fait, je pense que tu devrais les avoir maintenant. Savais-tu que selon le testament de leur père, les frères ne pouvaient pas te licencier? Oh, je vois que tu ne le savais pas. Je soupçonne qu'ils ont monté un coup avec Sally pour te forcer à démissionner. Il se pencha en arrière et me regarda. Tu es un homme très riche maintenant, bien que ton argent soit dans des comptes offshore. Tu devras trouver comment le rapatrier légalement. Je peux t'aider avec ça, j'ai quelques comptables créatifs. Mes pensées tournaient. Il venait de me dire que Robert Jordan avait séduit Sally et ruiné ma vie juste pour me sortir de l'entreprise. Mais pourquoi? Tu sembles en colère et je comprends pourquoi. Henri n'a jamais vraiment cru que les garçons étaient les siens. Martha avait l'habitude de le tromper pendant ses absences. Il a fait faire des tests ADN il y a des années et bien, il pensait à un moment donné qu'il pouvait être leur père, même s'ils n'étaient pas biologiquement les siens. Mais il en est venu à croire qu'il savait qu'il n'était pas leur véritable père et qu'il parlait mal de lui dans son dos. Henri disait toujours que tu étais plus comme un fils pour lui, donc il a décidé que tu hériterais de tout son argent. Il pensait que les garçons détruiraient l'entreprise. Je suppose que tu veux qu'il fasse faillite et qu'il soit ruiné, tout comme lui. Mais qu'en est-il des employés de Jordan S? Ils perdront leur emploi. Non, pas si une grande entreprise américaine prend le relais. Vois-tu le plan de Henri maintenant, John? Johnson S annulera ses contrats avec Jordan S la semaine prochaine ou un peu après. Ensuite, juste après, certains actionnaires offshore vendront une grande partie des actions de Jordan S sur le London Stock Exchange, ce qui fera baisser le cours des actions. Les bons responsables bancaires seront prévenus et ils rappelleront les prêts de l'entreprise. Puis, un groupe viendra acheter ce qui reste de la société aux banques. Tu peux deviner qui dirigera ce groupe et sera l'actionnaire principal. Mais personne ne le saura. Ensuite, tu renégocieras les contrats avec Johnson S et peut-être, éventuellement, tu m'inviteras à rejoindre ton conseil d'administration. Une fusion entre Johnson S et Jordan S pourrait te mettre sur le conseil d'administration de Johnson S aussi. Qu'en dis-tu, John? Je ne comprends pas. Pourquoi Henri ne m'a-t-il pas simplement laissé la société dès le départ? Il savait que tu ferais face à des défis juridiques au testament pendant des années. Tu étais avec Henri presque tous les jours pendant ces dernières années et tu sais qu'il était un peu excentrique. Il pensait que la famille prétendrait que tu avais trop d'influence sur lui. Il soupçonnait aussi qu'il avait caché de l'argent à l'étranger. Ils ont passé beaucoup de temps et d'argent à le chercher. C'est pourquoi Henri a tout laissé sous ma garde. Quiconque vérifiera d'où vient ton argent verra que c'est de moi. De plus, comme je ne suis plus chez Johnson & Partners, ils ne peuvent pas nous accuser de délit d'initié. Et j'ai été sur ce maudit bateau pendant les 6 derniers mois. Alors voilà où nous en sommes. Je suis le coprésident de Simon Johnson Associates. J'ai laissé Paul en charge de la branche américaine pendant que je supervise les opérations en Europe. Les frères Jordan ont fait faillite et ont été interdits de diriger des entreprises pendant 10 ans. Ils ont essayé de se remettre en affaires plusieurs fois, mais j'avais des gens qui les surveillaient de près. Étonnamment, Robert a épousé Sally. Je pense qu'il croyait que Sally pourrait obtenir une partie de l'argent qu'il soupçonnait de me revenir, mais puisque cet argent m'est officiellement revenu après que Sally et moi avons divorcé, il n'avait aucune chance. Une fois marié, je suis allé au tribunal pour arrêter ses paiements de pension alimentaire. Après cela, ils n'ont rien eu de moi et leur mariage n'a pas duré plus d'1 an. Je me sentais vraiment désolé pour les jumeaux que Sally avait eus avec lui. Je suppose qu'ils se sont rencontrés au bureau après que je l'ai mise dehors, car la personne que j'avais engagée pour la surveiller a dit qu'ils se voyaient rarement le soir.
Je doute que Robert ait jamais payé une pension alimentaire après l'avoir quitté. On se demande toujours ce genre de choses. Je continuais de penser à la durée pendant laquelle Robert avait été impliqué avec Sally. Elle devait être tombée enceinte rapidement après notre séparation. Je l'ai vu pousser une poussette sur Slough Road juste un an après l'avoir mise dehors. La dernière fois que j'ai entendu parler de Robert, il vivait quelque part dans le sud de l'Espagne avec la brigade des stupéfiants enquêtant sur lui. Le sud de l'Espagne est proche du Maroc et je suis sûr qu'il utilisait des bateaux rapides pour se déplacer, c'est pourquoi j'ai prévenu la brigade des stupéfiants. Quant à Tony, il conduit apparemment des bus autour de Londres. Pas le meilleur emploi. Sa femme l'a divorcé après avoir découvert sa liaison. Je suis sûr que vous pouvez deviner qui le lui a dit. La mère de Tony, Martha, vit maintenant avec lui. Est-ce que je me sens coupable que Martha ait perdu ses revenus de Jordan et fils? En réalité, la question est de savoir si Martha se sentait coupable d'avoir trompé Henry. On récolte ce que l'on sème. La dernière fois que j'ai entendu parler de Sally, elle vivait dans un logement social à Slough, probablement dépendante des aides sociales. Peut-être qu'elle fait quelque chose d'autre à côté, désolé, c'était une pensée dure, mais c'est ce que je ressens. Les choses ont commencé à bouger rapidement une fois que nous avons commencé. Paul et moi formions une excellente équipe. Nous avions tous les deux été formés par des professionnels de haut niveau, Henry Jordan m'a formé et Simon Johnson a formé Paul. Au cours des années suivantes, nous avons acquis beaucoup d'autres entreprises, fusionnant nos entreprises pour devenir une grande multinationale. Maintenant, Paul et moi avons pris du recul et laissons nos équipes gérer la plupart du travail. Simon Johnson et sa femme se sont installés en Angleterre. Il a acheté une belle propriété juste à côté de la mienne. Sa fille Béatrice et moi passons du temps ensemble, mais nous ne prévoyons pas de nous marier. Nous avons tous deux déjà vécu cela. Béatrice siège au conseil d'administration avec Paul, moi et Petra. Nous nous entendons tous bien. Quant à Petra, elle a fini par épouser Paul. Sa femme était morte dans un accident de voiture des années auparavant. Paul et Petra se sont mis ensemble après beaucoup d'hésitation. Paul dit que Petra l'a épousé parce qu'elle en avait marre d'attendre que je lui demande de l'épouser. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vis seul dans ce Penthouse. Il manque quelque chose dans ma vie depuis, eh bien, vous savez, je vis au jour le jour. Si une bonne opportunité d'investissement se présente, je la saisis, mais il doit y avoir plus dans la vie que de simplement gagner de l'argent. Maintenant, une assistante sociale vient de me donner une lettre de Sally. Je l'ai lue rapidement, puis j'ai utilisé l'interphone sur mon bureau. Colette, peux-tu voir si Béatrice est dans le bâtiment et lui demander de monter ici dès que possible? Oui, monsieur, je pense qu'elle est dans son bureau. Je l'ai vue plus tôt et je ne l'ai pas vue partir. Béatrice est arrivée à ma porte quelques minutes plus tard. Je lui ai tendu la lettre sans dire un mot. En la lisant, elle respirait profondément, montrant qu'elle était bouleversée par ce qu'elle lisait. Cette sale et méchante petite garce. Tu étais au courant de cela? Pas du tout. Que vas-tu faire? Je n'ai pas le choix ici, Béatrice. Je me suis tourné vers Jean Parsons et ai demandé. Dans quel hôpital est Sally? À l'hôpital général de Slough, et quel est son état? Quand je lui ai rendu visite hier soir, il n'avait pas beaucoup d'informations. Elle avait pris un mélange de pilules, à peu près tout ce qu'elle avait à la maison. Ils ont réussi à lui faire un lavage d'estomac, mais ils ne sont pas sûrs de la durée pendant laquelle elle est restée inconsciente. Le médecin a dit qu'il faudrait un moment avant qu'il ne sache plus. Et les enfants? Je les ai placés chez une mère d'accueil d'urgence hier soir. Elle s'occupera d'eux aujourd'hui. Je voulais vérifier avec vous ce que vous voulez faire. Je dois récupérer cette note. Si elle ne survit pas, le coroner aura besoin de la voir. Très bien, faites-en une copie pour moi, Béatrice, et remettez l'original à Madame Parsons. Colette, passe-moi le directeur général de l'hôpital de Slough immédiatement. J'ai utilisé l'interphone à nouveau. Bientôt, le téléphone a sonné. Bonjour, oui, vous savez qui je suis. J'ai une question pour vous. De combien votre hôpital dépasse-t-il son budget cette année? Très bien, voici la situation. Vous avez une patiente nommée Sally, pardon, June, quel est le nom de famille de Sally? Sally Crawford, répondit June Parsons. C'était inattendu. Très bien, vous avez une patiente nommée Sally Crawford qui est ici pour une overdose. Si elle survit, j'enverrai un chèque de 1 million de livres à votre hôpital. Si elle ne survit pas, vous n'obtiendrez rien.
Compris? Bien. J'attends des soins sans compromis et aucun frais épargnés. Au revoir. Tu es sûr qu'ils font tout leur possible, dit Béatrice. Je ne fais pas confiance aux bureaucrates qui dirigent nos hôpitaux de nos jours. Ils essaient souvent de réduire les coûts. J'ai juste des doutes parfois. De toute façon, offrir 1 million devrait garantir qu'ils donnent à Sally les meilleurs soins possibles. Très bien, allons chercher mes enfants. J'imagine que c'est pour cela que vous êtes ici, June. Eh bien, Madame Crawford dit dans la lettre qu'ils sont vos enfants. Je ne vois aucun inconvénient à transférer leur garde temporaire à vous pour le moment, mais jusqu'à ce qu'un juge en décide autrement, ils restent sous ma responsabilité. Ne vous inquiétez pas, ils seront bien pris en charge et je vous tiendrai au courant de leur état. Avec votre permission, nous les emmènerons chez moi près de Swindon. Il y aura plein de choses à faire pour eux jusqu'à ce que nous en sachions plus sur l'état de Sally. Nous pourrons facilement prendre l'autoroute en 1 heure pour lui rendre visite. Je suis contente que vous pensiez ainsi, Monsieur Crawford. Gardons les choses comme elles sont avec John et June. Je suis sûr que les enfants se sentiront plus à l'aise si nous gardons les choses familières. Nous nous sommes dirigés vers le garage de stationnement souterrain. Madame Parsons rejoignit Béatrice et moi à l'arrière de ma limousine pour le trajet jusqu'à Slough. Notre premier arrêt fut l'hôpital pour vérifier l'état de Sally. Les médecins étaient hésitants à en dire beaucoup à ce stade précoce. June nous emmena ensuite à la maison d'accueil où les enfants séjournaient. Béatrice et moi. Je suis resté dans la voiture pendant qu'elle leur parlait seule. Après environ 10 minutes, elle me fit signe d'entrer et Béatrice m'accompagna. Kay et Heather, voici votre oncle John. Il prendra soin de vous jusqu'à ce que votre maman aille mieux, introduisit June. Nous avons décidé d'utiliser le titre d'oncle John jusqu'à ce que nous en sachions plus sur l'état de Sally et sur la manière dont les filles s'adapteraient à moi. Bonjour les filles, voici mon amie Béatrice, vous pouvez l'appeler tante B, dis-je. Les jumelles de 10 ans nous regardaient tous les deux avec une certaine suspicion. Vous allez rester avec moi dans ma maison de campagne pendant que votre maman se rétablit. Il y a des chevaux à monter et une piscine, ajouta Béatrice. Où est notre maman? Peut-on la voir? Demanda Kay. Est-ce qu'elle va mourir? Ajouta Heather. Les médecins font tout leur possible pour l'aider, dis-je. Les filles semblaient toujours méfiantes. Nous l'avons vu plus tôt, mais si vous voulez, nous pouvons aller à l'hôpital pour que vous puissiez voir combien ils travaillent dur pour la soigner, dit Béatrice. Il est possible qu'ils n'autorisent pas les enfants à la voir, nota June. Je suis sûr qu'ils laisseront ces enfants voir leur mère. Souvenez-vous de la situation, répondis-je. Nous avons déposé June à la gare où elle avait laissé sa voiture, puis nous sommes allés à l'hôpital. Comme je m'y-attendais, les règles furent ajustées pour permettre aux filles d'entrer dans l'unité de soins intensifs. Étonnamment, les filles ne pleurèrent pas comme je l'avais anticipé. Elles étaient assez résilientes. Béatrice remarqua aussi une forte ressemblance avec moi, ce qui me décida à renoncer au test ADN que j'avais envisagé. Le trajet jusqu'au Wiltshire fut assez calme. Une fois les filles à l'aise dans la limousine, elles commencèrent à explorer tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Elles étaient excitées par l'idée de regarder la télévision tout en voyageant sur l'autoroute. En quittant l'autoroute, Heather se tourna vers moi et demanda. « Tu es notre père, n'est-ce pas ?» Je ne voyais aucune raison de le nier. « Oui, je le suis, mais je ne le savais que depuis aujourd'hui. Si je l'avais su, je vous aurais vu plus souvent. » Nous savons. Maman nous a dit la semaine dernière qu'elle ne t'avait jamais dit que nous étions tes enfants. Nous ne savions pas ce qu'elle prévoyait, mais elle a dit qu'elle avait été méchante avec toi et ne t'avait pas laissé savoir que tu étais notre père. Elle a dit que tu pensais que son autre mari était notre père, expliqua Heather. Elle pleurait, ajouta Kay. C'est vrai. Peut-être qu'un jour votre maman vous expliquera pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Penses-tu qu'elle va se rétablir? Demanda Kay. Je l'espère vraiment. Elle ne veut pas guérir, elle veut aller au paradis, dit Heather. Je ne peux pas croire cela avec 2 enfants merveilleux comme vous, répondit Béatrice. Maman est fatiguée. Elle travaille tellement dur et il n'y a jamais assez d'argent. Eh bien, il y aura maintenant assez d'argent et elle n'aura plus besoin de travailler. Voyez cette petite maison, la voiture entrée dans mon domaine, quand elle ira mieux, je demanderai à votre maman si elle aimerait vivre dans cette maison. Vous pourrez monter à cheval et nager dans la piscine de la grande maison. Les yeux des filles s'écarquillèrent en voyant le manoir où la voiture s'était arrêtée. Le personnel de la maison se précipita pour les accueillir.
Je savais qu'ils avaient préparé l'arrivée des filles en aménageant une chambre d'amis avec des lits jumeaux. Béatrice et moi fûmes un peu oubliés tandis que le personnel s'occupait des filles et les emmenait. Eh bien, c'est une surprise, dit Béatrice. Je me demande pourquoi elle ne t'a pas dit quelles étaient les tiennes. Sally a dû faire de grands efforts pour cacher sa grossesse. Maintenant que j'y pense, elle pourrait avoir... Je la regardai et vis qu'elle fixait la lettre dans sa main. Comment vont mes filles? Elles vont bien. Je les ai laissées à la piscine ce matin. Elles occupent beaucoup mon personnel. Ce sont deux charmantes filles et elles te font vraiment honneur. Béatrice les amènera ici cet après-midi. Merci. Je suis désolé de t'avoir caché leur existence. C'était une chose stupide à faire par colère. Une fois que je l'ai fait, je ne savais pas comment revenir en arrière. Eh bien, je ne peux pas imaginer pire manière de gérer cela que ce que tu as choisi. J'étais désespéré. Tu sais, je dois des milliers de livres que je ne peux pas rembourser. Robert m'a laissé avec tant de dettes, me faisant signer pour tout. Je pense qu'il m'a épousé parce qu'étant en faillite, il ne pouvait pas obtenir de crédit. Tu n'as plus de dettes, Sally. J'ai tout remboursé et ces prêteurs auxquels tu avais emprunté sont maintenant hors d'affaires pour de bon. Oh, tu as découvert pour eux. Ce n'était pas difficile. Ils se sont présentés à ton appartement en exigeant de l'argent alors qu'un de mes employés récupérait le reste des affaires des filles. Il leur a dit de revenir plus tard et ils ont eu une sacrée surprise. Ils ne te dérangeront plus. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? La dernière fois que nous nous sommes vus, tu étais. C'était il y a longtemps, Sally, et j'étais encore blessé. Maintenant, ce n'est qu'un souvenir douloureux. Bien que j'ai vraiment été blessé en lisant ta lettre, il me faudra du temps pour te pardonner de m'avoir caché mes filles. Je suis désolé, c'est tout ce que je peux dire. Eh bien, pour autant que les filles savent, nous sommes amis maintenant. Demain, si tu es d'accord, nous te transférerons chez moi. J'ai prévu 2 infirmières pour s'occuper de toi là-bas. Une fois que tu seras complètement rétabli, toi et les filles pourrez vivre dans l'une des maisons du domaine. De cette façon, nous pourrons être une famille. Je ne vais pas prendre leurs enfants à leur mère, non. Elles t'aiment, peut-être même plus que je ne t'ai aimé, mais je m'assurerai que tu ne les éloigneras plus jamais de moi. Je suis désolé, c'est tout ce que je continue de dire, mais je suis vraiment désolé pour toutes les erreurs que j'ai faites. Il y a une question que je dois te poser, Sally. Pourquoi t'es-tu impliqué avec ce salaud en premier lieu? Ne crois-tu pas que je me suis posé cette question 1000 fois ces 10 dernières années? Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse claire. Il m'a travaillé très soigneusement sur une longue période. Je sais pourquoi il l'a fait. Il m'a dit quand il a découvert que les filles n'étaient pas les siennes. Ça n'a pas pris longtemps, elles te ressemblent tellement. Ils ne pouvaient pas te licencier à cause du testament de leur père. Ils étaient convaincus que tu avais une partie de l'argent de leur père. Ils pensaient que tu pourrais en utiliser une partie pour créer ta propre entreprise si tu perdais ton emploi. Ils avaient des détectives privés qui te surveillaient tout le temps. Ils étaient vraiment bouleversés quand tu es allé à Southampton et que tu as rencontré Simon Johnson. Puis, une semaine plus tard, les 4 plus gros contrats de l'entreprise, y compris celui de Johnson, ont été annulés. Mais tu savais que cela allait arriver, n'est-ce pas? Je pense que la saisie de leurs actifs par la banque les a vraiment choqués. Ils ne s'y attendaient pas. Ensuite, la police est arrivée à la maison. Savais-tu que Robert a presque tout chargé sur l'entreprise? Nous n'avions rien, pas de maison, pas de voiture, rien. Robert et Tony ont été arrêtés pour détournement de fonds de l'entreprise, mais j'ai l'impression que tu étais derrière cela. Non, Sally, la loi a suivi son cours sans mon aide. Mais Robert et Tony recevaient des salaires exorbitants. Que faisaient-ils de tout cet argent? Je ne suis pas sûr. Ils aimaient tous les deux jouer en bourse et Robert dépensait de l'argent comme de l'eau dans les clubs. Il aimait aussi jouer. Je pense qu'ils avaient tout dépensé au moment où ils ont décidé de te sortir de l'entreprise. Ils espéraient que tu révélerais où tu pensais que Henry avait caché l'argent. Tu n'as toujours pas expliqué pourquoi tu t'es impliqué avec ce salaud. Eh bien, j'étais en colère contre toi. Robert était très manipulateur. Il me trompait à chaque fois que tu étais absent. Il faisait de petits commentaires, me laissait entendre des choses qui me faisaient penser que tu avais des petites amies partout. C'est difficile à expliquer, mais j'entendais ces conversations avec Tony à propos de dépenses pour des clubs de nuit et d'autres choses. Oh, je suis sûr que c'était des dépenses légitimes, mais c'était les petits commentaires qu'il faisait à Tony au téléphone,
que je n'étais pas censé entendre mais que j'entendais. Il parlait de toi en disant que tu avais une nouvelle fille à New York ou à Rome et combien d'argent tu dépensais pour elle. Il m'avait convaincu que tu retrouvais tes petites amies à chaque fois que tu partais en voyage. Mais si tu pensais que je te trompais, pourquoi ne m'as-tu pas confronté? Parce que je ne pouvais pas me résoudre à le croire. Si je t'avais confronté et que tu avais admis que c'était vrai, qu'aurais-je fait alors? Je n'étais pas aussi forte que toi. Je ne pense pas que j'aurais pu m'éloigner et divorcer. J'aurais fini misérable. Mais au fil du temps, j'ai commencé à douter de mes croyances. Puis cette pièce de théâtre est arrivée. Tu savais que je voulais que tu migrais quand même. Eh bien, Robert était là quand tu as appelé pour dire que tu allais à New York. Il a entendu notre conversation et comme je pleurais, il m'a réconforté. Puis il m'a ramené à la maison pour que je prenne ton sac et ensuite à l'aéroport. Nous ne sommes pas retournés au travail. Robert a dit que j'étais trop bouleversé. Nous sommes allés au bord de la rivière à Sunidal et avons parlé tout l'après-midi. Après cela, il m'a emmené dîner et au théâtre ce soir-là. Je pense que j'ai dû trop boire. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais cette nuit-là, j'ai fini par coucher avec lui. Je suis sûr que je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas tant bu, mais c'est facile à dire maintenant. Je me sentais très déprimé et Robert m'a fait me sentir mieux ce jour-là. Après tout, mon soi-disant mari aimant venait de partir pour retrouver sa petite amie, du moins c'est ce que je pensais. J'ai continué à le croire jusqu'à ce que Robert me quitte. Il m'a tout raconté sur la manière dont ils avaient monté ce coup. Si tu n'étais pas revenu ce jour-là, ils avaient des photos de Robert et moi ensemble qu'ils allaient t'envoyer anonymement. Je savais que c'était mal de coucher avec Robert, et si ça peut t'aider, il n'était pas très bon au lit. Trop égoïste. Je ne veux pas entendre ça, Sally. Je suis désolé, mais il était mauvais dans presque tout sauf pour me frapper. Il est devenu assez doué pour ça vers la fin. Quand tu es revenu et que tu nous as trouvés ensemble, j'étais en colère. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que tu m'avais tendu un piège. Cette fille m'a dit que tu ne serais pas à la maison avant dimanche. Cette petite garce de Petra. Oui, Petra. J'étais sûr qu'elle était ta fille là-bas. Eh bien, elle ne l'était pas. Ne crois-tu pas que je m'en rends compte maintenant? Mais je pensais que tu m'avais tendu un piège pour me surprendre et me divorcer. Cela m'a vraiment mis en colère. Oh, je suppose que j'étais vraiment en colère contre moi-même. Je prévoyais de te parler des jumelles le jour où nous avons signé les papiers du divorce. Mon idée était de signer les papiers d'abord et ensuite, avant que tu signes, de te parler des bébés. De cette façon, ça ne ressemblerait pas à une tentative de te faire changer d'avis et de me reprendre. Tu aurais eu le choix de signer ou non. Mais tu étais encore en colère contre moi. J'aurais dû réaliser à ce moment-là que tu ne me trompais pas. Si tu l'avais fait, tu n'aurais pas été aussi bouleversé par mes actions. Au lieu de cela, tu m'as traité de nom terrible et j'ai perdu mon sang-froid. Je suis désolé. Arrête de t'excuser. Ce qui est fait et rien ne peut le changer. Me pardonneras-tu un jour? Te pardonner? C'est une question difficile. Je pourrais éventuellement te pardonner, mais je n'oublierai jamais. Cependant, il y a deux merveilleuses jeunes filles impliquées maintenant et nous devons penser à elles. Je serai poli avec toi et j'attends la même chose de ta part pour le bien des filles. Tu es leur mère et je serai leur père aimant. Ne ramène juste pas de petits amis chez moi. Il n'y aura jamais de petits amis. Jamais. Jamais est un long moment, Sally. Sally finit par se rétablir et vécut dans la petite maison du domaine avec les filles jusqu'à ce qu'elles aillent à l'université. Elle est décédée d'un cancer il y a quelques années. Je pense qu'elle n'avait pas la force de lutter pleinement. Je crois que les pilules de son overdose ont causé des dommages durables. Béatrice et moi avons fini par nous marier. Est-ce que nous nous aimons? Je ne pense pas aimer Béatrice de la même manière que j'aimais Sally. Béatrice et moi sommes plus comme des âmes sœurs. Nous nous soucions beaucoup l'un de l'autre et aimons être ensemble. Je suppose que c'est de l'amour, mais c'est différent de ce que j'avais avec Sally. Les jumelles sont maintenant adultes et mariées avec des enfants. Béatrice est connue comme grand-mère, un rôle qu'elle trouve trop jeune pour elle. Suis-je heureux maintenant? C'est un mélange de oui et de non. J'aurais souhaité pouvoir passer ma vie avec la femme que j'aimais. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est déposer des fleurs sur sa tombe. Béatrice m'attend à la porte du cimetière chaque dimanche pendant que je fais cela. La vie continue. Ainsi s'achève cette histoire remplie de regrets,
de rédemption et de nouvelles chances. La vie continue, et malgré les erreurs du passé, il reste de l'espoir et des moments de bonheur à venir. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si vous avez apprécié l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter vos impressions et de partager avec vos amis. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci et à bientôt.